Tout d'abord, un grand merci au personnel, agents, agentes qui ont rédigé ces trois rapports, qui sont des rapports de qualité où effectivement tout est bien exposé et où les informations sont collectées. Je vais juste faire une petite remarque sur le rapport égalité femmes-hommes avant d'aborder le budget, puisque vous portez année après année une attention soutenue aux formations qui sont dispensées aux agents, notamment sur le thème des violences sexuelles et sexistes. Et je ne comprends pas pourquoi vous n'organisez pas de formation sur la sensibilisation et l'identification au phénomène de pornocriminalité, qui est un vecteur incontesté de la culture des violences sexuelles et sexistes. Ça fait plusieurs années que je vous en parle. Je trouve dommage que ce thème ne soit toujours pas abordé. Monsieur le maire, si vous le permettez, avant d'aborder le budget proprement dit, je vais m'adresser d'abord à monsieur Gilles, qui est retourné à sa place là-bas. Monsieur Gilles, lors du débat d'orientation budgétaire, vous avez trouvé que mes propos étaient, je vous cite, outranciers et infondés, sans apporter aucun contre-argument, alors que mes propos étaient pourtant fondés sur les chiffres officiels et documents budgétaires que tout et un chacun peut consulter, qui sont sur le site internet de la ville. Alors, puisque vous êtes sensible sur le sujet, je tiens à vous prévenir, je vais recommencer. Je ne vais pas aller au-delà du monde comme Madame Pereira-Nunes, je ne vais pas me lancer dans une diatribe nationale comme Monsieur Mignou, je ne vais pas revenir sur les dizaines de millions d'euros ponctionnés dans la poche des Tourangeaux depuis l'augmentation des impôts locaux. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des dépenses courantes, notamment sur les achats de prestations de services. Vous annoncez tranquillement, page 20, qu'un certain nombre de ces prestations de services vont dorénavant être ventilées sur d'autres lignes budgétaires. Autrement dit, vous cassez le thermomètre, les comparaisons deviennent impossibles. Et vous savez pourtant bien que casser le thermomètre n'arrête pas la fièvre. En revanche, je vais revenir sur trois chiffres, 63, 22 et 358. Le chiffre 63, c'est page 1 de la maquette budgétaire, monsieur Gilles, 63,19% exactement, c'est le ratio des dépenses de personnel par rapport aux recettes publiques, aux recettes réelles de fonctionnement. J'en ai déjà parlé lors du débat d'orientation budgétaire et depuis, nous avons eu un florilège d'explications pour tenter de minimiser cette réalité. Alors, on a eu droit à vous confondez plusieurs choses. Il y a peu de création de postes, mais beaucoup de déprécarisation. Ce ratio ne veut pas dire grand-chose. Les dépenses de personnel augmentent moins que l'inflation. Et pour finir, de toute façon, la plus grosse augmentation, c'est vous en 2020. Alors, je vais reprendre chacune de ces affirmations, une à une, pour vous apporter éventuellement des éléments de réponse. Vous confondez plusieurs choses, ça a été entendu régulièrement dans la bouche de Madame Vanneroy. Je tiens d'ailleurs sincèrement à vous remercier pour l'information que vous nous avez apportée en commission des finances, qui nous a éclairé sur la différence entre les emplois permanents, appelés aussi emplois budgétaires, qui sont les postes existants, les emplois budgétés, qui sont ceux qui devraient être occupés dans l'année, et les ETPT, les équivalents temps plein travaillé, qui sont ceux qui sont réellement occupés. Seulement, les chiffres sont têtus. Entre 2020 et 2024, ce sont bien 106 emplois budgétaires qui ont été créés. Et le nombre des ETPT suit la même courbe, de façon bien parallèle, regardez, aussi bien lors de la baisse des effectifs de 2015 à 2019 que depuis la hausse. Deuxième argument que nous avons entendu, il y a peu de création de postes, mais beaucoup de déprécarisation. Si c'était le cas, la ligne des dépenses de personnel n'aurait pas bougé, puisque tous emplois permanents comme emplois non permanents sont payés. Or, tout le monde peut voir que la courbe s'envole, là, en 2022, c'est la courbe bleue. Et les chiffres confirment ce que nous disons depuis des années, l'augmentation des impôts n'a pas servi à faire les travaux, mais à payer les salaires. C'est la courbe orange que vous avez juste en dessous. Alors, ça a permis de limiter fortement le ratio des dépenses de personnel par rapport aux recettes réelles de fonctionnement jusqu'à aujourd'hui, sauf que aujourd'hui, l'augmentation des impôts sur le bénéfice commence à stagner. Les dépenses de personnel, elles, continuent d'augmenter et donc on a cette année le ratio qui s'envole, c'est la ligne grise. Parce que ce qui est important, on l'a déjà dit et je le redis, c'est pas le personnel, le poids du personnel n'est pas forcément au moment du recrutement, mais dans les années suivantes. Autre argument, ce ratio ne veut pas dire grand-chose, il n'est pas possible de comparer les villes, ça c'est M. Mignou qui nous a dit ça plusieurs fois, certaines ont une intégration métropolitaine plus forte et donc il est difficile de les comparer. Si nous regardons les villes de même taille que la nôtre, fortement intégrées dans leur métropole, Dijon, Orléans ou Angers, on voit bien que la ville de Tours, avec ou sans métropole, est largement au-dessus des autres. Avant-dernier argument, les dépenses de personnel augmentent moins vite que l'inflation, c'est faux. L'inflation cumulée de 2020 à 2025 a augmenté de 15,1%.
L'augmentation des dépenses de personnel était de 17,98%. Et puis enfin, de toute façon, dernier argument, quand tous les autres sont épuisés, de toute façon, la plus grosse augmentation, c'est en 2020 et c'est vous. Moi, je veux bien que la plus grosse augmentation en 2020, ce soit nous. Mais ça met à mal votre communication avec le graphique qui a circulé sur les réseaux sociaux, M. Mignoux, que vous avez largement commenté, que M. le maire a un peu montré aussi lors de ses vœux, où on voit la courbe du désendettement fortement baisser en 2020. Donc si 2020, c'est nous, comme on ne peut pas dissocier ce qui est fait sur un budget, c'est nous aussi le fort désendettement de 2020. Donc 63,19% de dépenses de personnel, c'est un chiffre lourd et handicapant et c'est un signal fort de mauvaise gestion. Vous me parlez de taux prudentiel, Monsieur Mignoux, eh bien il se trouve que le taux prudentiel pour ce ratio, il est communément admis à 60%, on l'a aujourd'hui largement explosé. Et comment ferez-vous avec la démutualisation de la métropole au 1er janvier prochain, quand il faudra réintégrer 56 postes? Parce que oui, Madame Vanneroy, encore merci pour l'explication de texte sur les différences administratives concernant les postes, mais sincèrement, j'aurais préféré une présentation de la démutualisation et de ses conséquences. Et aujourd'hui, si nous avons un premier panorama et ce premier chiffre de 56 postes, ce n'est pas grâce à vous, c'est grâce à votre collègue métropolitaine, la première vice-présidente Maria Lépine. Dans ce dossier, vous n'avez donc pas respecté les droits de l'opposition. Vous ne les avez pas respectés non plus en nous ne donnant pas accès à certains documents pour la vente du château du Plessis-les-Tours, jusqu'à ce que nous vous attaquions au tribunal administratif. Vous ne les avez pas respectés non plus en ne nous invitant pas aux commémorations du 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Vous ne les avez pas respectés non plus, encore une fois, en ne nous présentant pas en commission le budget par politique publique tel qu'il a été présenté là. Nous n'avons donc pas pu les questionner, ces politiques publiques, ni en débattre dans les commissions, ce qui apparente l'exercice de présentation en conseil municipal à de la propagande politique. De cette présentation par politique publique, je l'avais lu dans le rapport auparavant, j'en retiens deux choses. Dans le domaine du sport et de la culture, les pratiques amateurs et populaires et celles en lien avec le patrimoine sont moins financées. Elles seront moins financées en 2025, ces pratiques populaires, au profit un peu du sport de haut niveau et au profit beaucoup de certains professionnels de la culture. Pour une ville, Monsieur le maire, dont vous avez vanté tout au long du mois de janvier son soutien aux pratiques populaires, je trouve que c'est assez cocasse de voir que ce sont les lignes qui sont en baisse dans le budget. La seule politique publique qui perd plusieurs millions d'euros, 3,5 millions exactement, c'est celle de la démocratie permanente et des services de proximité. Dans les services de proximité, il y a notamment la police municipale. La ligne prévention et tranquillité publique perd 3,13 millions d'euros sur l'année 2025. Alors pour une ville qui se proclame exemplaire en termes de démocratie locale, et après les propos de M. Gégère tout à l'heure, je pense que c'est encore plus cocasse. J'en arrive maintenant aux investissements. Moi, je suis heureuse de voir que les 10 années d'efforts pour résorber la dette nocive aboutissent aujourd'hui à une dette plus saine. Vous parlez beaucoup du désendettement, je n'ai rien à y rajouter, chacun de mes collègues en ont parlé. Vous insistez aussi sur les cofinancements records que la ville va engranger, notamment grâce à la métropole et à la région. Et c'est là qu'arrive mon deuxième chiffre, 22. Les recettes définitives d'investissement devraient arriver à 21 millions en 2025. Vous mettez en avant le chiffre historique du cofinancement. C'est vrai. Mais vous oubliez de préciser que le montant de 21 millions de recettes définitives d'investissement est inférieur au niveau de 2019. C'est page 7, Monsieur Gilles, si vous voulez suivre, c'est la première colonne du tableau. En 2019, ces recettes définitives d'investissement se montaient à 22 millions d'euros. 21,96 millions exactement. Alors, puisque les recettes définitives d'investissement sont restées relativement faibles pendant presque tout votre mandat, comment avez-vous fait pour financer les travaux ces dernières années, ces millions de travaux que vous nous présentez? Eh bien, en fait, vous réendettez la ville à bas bruit. Plus de 62 millions d'euros d'emprunts dans ce mandat, plus quelques millions. Si, les 55 millions dont vous avez parlé, les 7,5 millions pour la cuisine centrale. Vous prévoyez un emprunt d'équilibre qui se monterait à presque 30 millions d'euros pour 2025. Vous annoncez, j'ai bien entendu et je l'avais bien noté avant, que cet emprunt d'équilibre de 30 millions sera peut-être plus faible au vu des résultats 2024. Mais ces résultats, nous allons devoir attendre le mois de mai pour les voir. Et c'est la magie
des budgets primitifs déconnectés des comptes administratifs. On compare d'une année sur l'autre des budgets primitifs sans lien avec la réalité. Ça me rappelle 2014, quand je suis arrivée à la tête du CCAS. Les budgets prévisionnels étaient en augmentation d'une année sur l'autre, avec toujours un rajout pendant l'automne, et puis il y avait une vraie cohérence dans la suite de ces budgets. Sauf que la réalité des dépenses était complètement différente et ne justifiait nullement ces augmentations automatiques et encore moins la petite louche supplémentaire de fin d'année. Le prévisionnel et le réalisé n'étaient, eux, pas du tout en adéquation. Je suis donc très réservée quant à votre choix de présenter le budget prévisionnel très tôt, donc sans le réaliser de l'année précédente, en janvier cette année et en décembre 2025 pour l'année 2026. Y aurait-il une manœuvre électorale derrière ce choix que rien ne justifie? Enfin, je conclurai avec mon dernier chiffre, 358, en posant de nouveau ma question. Les Tourangeaux voient-ils leur quotidien s'améliorer? Il y a un élément de réponse incontestable. Lors du dernier mandat de Jean Germain, la ville a perdu 1808 habitants. Puis, pendant 10 ans, la population a augmenté de 970 personnes malgré la stagnation des années Covid. Et patatras, 2024, la ville a perdu plus du tiers des habitants qu'elle avait gagnés ces 10 dernières années. Moins 358 habitants en un an. Monsieur Gilles, c'est à la page 14 du rapport, ce sont les chiffres de l'INSEE. Nous avons donc un budget avec 63% de dépenses de personnel, signe de mauvaise gestion, moins de 22 millions de recettes hors emprunt pour les travaux et une ville qui a perdu 358 habitants. Je vous laisse méditer ces chiffres. Monsieur le maire, alors en préambule, juste quelques réponses à Madame Cabane, même si j'ai un peu l'impression de rejouer le match systématiquement à chaque conseil, mais c'est pas grave. D'abord, j'ai bien entendu vos remerciements sur le fait qu'on vous ait présenté un certain nombre de sujets en commission municipale la semaine dernière. Ça me questionne un peu que vous découvriez ces indicateurs dès lors que vous avez été première adjointe et vice-présidente au CCAS pendant plusieurs années. Si vous n'avez pas été assez familiarisé avec les indicateurs RH, ça questionne quand même un tout petit peu sur votre gestion à l'époque, mais je ne vous ferai pas ce procès. Néanmoins, donc les dépenses de personnel, elles augmentent largement du fait de l'augmentation des mesures nationales sur le point d'indice et autres mesures. Effectivement, il y a eu un certain nombre de créations d'emplois, des déprécarisations, mais là aussi, je ne vais pas revenir sur des choses que j'ai déjà expliquées et qu'on a vues ensemble en commission des finances. Par ailleurs, je redis que nous avons une ville avec un gros historique et une grosse culture de la régie publique, ce qui génère effectivement un pourcentage important, une proportion importante dédiée aux dépenses de personnel dans le budget de la collectivité. Mais nous avons une cuisine centrale en régie, nous avons un opéra en régie, nous avons par exemple une sécurité civile aussi en régie, ce qui est en général très peu le cas dans les collectivités. Donc c'est quand même des considérations à avoir à l'esprit quand on parle de ces ratios. C'est pas du tout là-dessus que je voulais prendre la parole. Je voulais quand même me permettre, à l'issue de ces 2 heures de débat, 4 heures, on va dire 2 heures pour la majorité et 2 heures pour l'opposition, preuve que le format n'est pas si adapté que ça. Ça fait 2 heures et 2 heures, c'est ce que j'ai comptabilisé. Bon, ça fait à peu près équivalent entre la majorité et l'opposition, sur laquelle vous aurez noté que la majorité, on a passé à peu près une vingtaine de minutes sur le rapport égalité femmes-hommes, quand toute l'opposition y aura passé, en tout et pour tout, je crois, 4 minutes. Merci, Monsieur Brutino, d'avoir fait l'effort d'intervenir sur le sujet. Il y en aura au moins eu un. Et donc, dans les prises de parole, je note quand même 1h30 de temps de prise de parole chez l'opposition pour des hommes et 24 minutes pour les femmes. Là aussi, il y a quand même un petit sujet, je pense, à regarder de votre côté, ce qui peut me permettre, parce qu'il y a 50% de femmes dans l'effectif de l'opposition. Force est de constater qu'elles ne prennent pas la parole à proportion de leur présence. Mais je vous rassure aussi, ce n'est pas le fruit que de ce conseil municipal, parce que j'ai regardé par curiosité l'ensemble des conseils municipaux de l'année dernière, et systématiquement, les hommes prennent largement plus la parole, mais très largement plus la parole que les femmes, quelle que soit la proportion de présence. Donc que ce soit chez Tourneau Rassemble où les hommes prennent 80% du temps de parole, en avant pour tour 91%, alors les progressistes n'en parlons même pas, on est à 98% alors qu'on a quand même une femme dans l'effectif. Et je dis 98% pour les hommes, je ne vous fais pas l'affront de dire le temps de Benoît Pierre spécifiquement. Tourmaville 56%, alors que Tourmaville, Monsieur Rousier, vous êtes le seul homme et que jusqu'à il y a assez peu de temps, vous étiez le seul homme parmi 4 dans le groupe. Alors je pense que maintenant vous allez avoir un ratio de 100% dans pas très longtemps puisque vous avez évincé la
seule femme qui prenait la parole dans votre groupe. Donc, je me permets quand même de rappeler ces chiffres parce que je trouve que c'est assez édifiant sur la place des femmes donnée par les groupes de l'opposition. Donc, c'est quand même toujours intéressant de se le redire collectivement. Donc, en conclusion, pour dire que je crois aussi qu'on a parlé de beaucoup plus de sujets finalement que ce que vous avez fait. Alors, je ne sais pas si c'est la fête à l'ANR, drôle d'expression, mais pour autant, je me suis posé la question là en vous écoutant de si les médias ne pouvaient pas pré-préparer leur article avant de venir en conseil. Donc, Olivier Le Breton, sécurité, Benoît Pierre, mobilité, Bertrand Rousier, c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus variable, mais néanmoins, on retombe toujours à peu près sur les mêmes laïus aussi. Madame Cabane, les effectifs, enfin c'est quand même assez constant, donc c'est rassurant, au moins tout le monde sait de quoi il s'agit. Mais vous aurez noté qu'on a parlé de beaucoup plus de choses, nous dans nos différents rapports, qu'on a abordé quand même beaucoup plus de sujets, et donc on a au moins un mérite, c'est au moins d'aborder les choses de façon beaucoup plus diversifiée et d'avoir une prise de parole plus paritaire. Merci, Monsieur le maire. Madame Vanneroy, je vous ai remercié pour la présentation que vous nous avez faite en commission, parce que je suis courtoise. Évidemment, les différences entre les emplois budgétaires, budgétés, ETPT, ce n'était pas une découverte pour moi, je vous remercie. En fait, vous ne le savez probablement pas, mais j'ai été adjointe au maire pendant 3 mandats. Un mandat à Tours et 2 mandats dans le Var, dans une ville qui fait l'équivalent de la ville de Joué-les-Tours. Donc oui, je n'ai rien appris. En revanche, comme vous utilisiez régulièrement cet argument de vous confondez les chiffres, vous ne savez pas de quoi on parle, maintenant que vous nous avez fait une commission, cette information en commission, vous ne pourrez plus laisser peser l'idée que peut-être nous n'aurions pas compris, je n'aurais pas compris de quoi il s'agissait. Votre remarque sur les femmes et les temps de parole, c'est très intéressant. J'aurais bien aimé, sincèrement, que vous soyez aussi offensive et vindicative quant à la métropole. Nous avons été plusieurs femmes, notamment des élus de la ville de Tours, à avoir été débarquées du bureau. Là, vous avez été, mais alors, totalement muette, vous et toutes vos collègues féminines. Voilà, donc c'est quand même très gros de venir nous faire aujourd'hui le jugement de nos groupes, alors que finalement, on ne peut pas dire que vous êtes exemplaire en la matière, très loin de là, puisque vous avez accepté qu'il y ait moins de femmes représentantes de la ville de Tours à la métropole, dans son bureau métropolitain, qu'il y en avait auparavant. Vos propos sont vraiment, Madame Vanneroy, là, honteux. Et c'est dommage. Et c'est vraiment dommage parce que jusqu'à présent, vous aviez échappé à ce genre de propos. Bon, tant pis. Enfin, pour en revenir sur les temps de parole, on n'a pas tout dit. C'est vrai qu'on n'a pas abordé tous les sujets. Madame Haas non plus. Alors, parce qu'il avait été au départ, je le redis, ça a été dit par plusieurs de mes collègues, mais je le redis, il avait été annoncé une règle de 1 heure de présentation des débats, enfin des différents rapports, et puis 20 minutes par groupe. Et en fait, nous avons été, nous, beaucoup plus respectueux du cadre qui avait été posé que vous, tout simplement. Mais si vous voulez qu'on prenne la parole sur tous les sujets, pas de problème. Mais après, ne venez pas râler que les conseils municipaux sont beaucoup trop longs. Nous faisons l'effort, nous, dans l'opposition, depuis plusieurs conseils municipaux, de faire très attention à nos temps de parole pour justement ne pas faire traîner en longueur nos conseils municipaux. Alors, si vous en êtes à calculer nos temps de parole, j'aimerais bien qu'on calcule le pourcentage du temps de parole de l'opposition par rapport à la majorité, s'il vous plaît, sur les 2 dernières années.